L'Assemblée va entendre une allocution de son Excellence Ishiba Shigeru, Premier ministre du Japon. Je prie le protocole d'accompagner son Excellence et je l'invite à s'adresser à l'Assemblée. 議長、ご列席の皆様、今 Monsieur le Président, Madame la Présidente, Excellence, pour quelle raison, dans quel but l'ONU se réunit-elle ici aujourd'hui? L'ONU s'acquitte-t-elle aujourd'hui de son rôle comme on le souhaite? Il y a 80 ans, l'ONU a été créée pour être au cœur de l'ordre international, d'un nouvel ordre international reposant sur la sécurité de tous. La Première Guerre mondiale était la première guerre totale dans l'histoire de l'humanité. La Ligue des Nations a été créée pour qu'une telle guerre ne se reproduise plus. Mais cela n'a pas empêché le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Face à cet échec, c'est l'ONU qui a été créée. Elle a été créée par les nations victorieuses à la suite de la Seconde Guerre mondiale, avec pour objectif d'assurer la protection de la paix et de la sécurité internationale. Mais 80 ans plus tard, aujourd'hui, nous devons nous demander si l'ONU, telle qu'elle existe aujourd'hui, s'acquitte véritablement du rôle qui lui avait été initialement attribué. Ces fonctions sont-elles utilisées comme elles le devraient pleinement? Madame la Présidente, la paix et la sécurité ne sont jamais acquises. La paix et la sécurité ne peuvent être obtenues que si nous déployons des efforts constants et dynamiques. Comme le stipule la Charte des Nations Unies, le but le plus important des Nations Unies est de maintenir la paix et la sécurité internationale. Et c'est au Conseil de sécurité qu'incombe cette tâche importante. Les 5 pays qui ont joué un rôle clé dans la création de l'ONU se sont vus attribuer des droits spéciaux, des privilèges, et notamment un siège permanent au Conseil ainsi que le droit de veto. Mais ces droits spéciaux s'accompagnaient de responsabilités tout aussi spéciales. La Charte a également prévu la création d'une force des Nations Unies qui soit sous le contrôle du Conseil de sécurité. En outre, étant donné que dans certaines situations, le Conseil de sécurité risquait de ne pas fonctionner de manière adéquate, le droit à la légitime défense collective et individuelle a également été reconnu. Toutefois, comme nous le voyons, le Conseil n'a pas été en mesure de prendre les décisions qui s'imposaient en raison justement de ce droit de veto accordé aux membres permanents. C'était le cas à plusieurs reprises dans des situations critiques. Il va sans dire que les États membres ont néanmoins adopté des mécanismes innovants, comme en 1950, lorsque l'Assemblée générale a adopté la résolution intitulée « Union pour le maintien de la paix ». Cette résolution donnait à l'Assemblée générale les moyens d'agir. Dans le contexte de la crise de Suez de 1956, un cessez-le-feu a été obtenu après que les parties
concernés, y compris le Royaume-Uni et la France, qui sont membres permanents du Conseil de sécurité, ont accepté la résolution lors d'une session spéciale d'urgence de l'Assemblée générale. Cette résolution a également créé des opérations de maintien de la paix. Pendant la guerre du Golfe, une autre résolution, cette fois du Conseil de sécurité, autorisait l'emploi de la force par les États membres. Depuis 2022, un membre permanent du Conseil, lorsqu'un membre permanent du Conseil exerce son droit de veto, il est tenu de s'adresser à l'Assemblée générale pour expliquer pourquoi il a exercé. Mais malgré tous ces efforts, le Conseil de sécurité ne fonctionne toujours pas comme il convient. L'agression de la Russie contre l'Ukraine en est l'exemple le plus évident. Un membre permanent du Conseil de sécurité, doté de responsabilités spéciales en matière de paix et de sécurité internationale, a en effet envahi son voisin, ce qui a ébranlé les fondements même de l'ordre international. Les résolutions du Conseil de sécurité qui ont été présentées au Conseil de sécurité n'ont pas été adoptées en raison du veto. Quant aux résolutions de l'Assemblée générale appelant la Russie à se retirer immédiatement du territoire ukrainien, ont certes été adoptées, mais jamais mises en œuvre. La Russie a donc poursuivi son agression contre l'Ukraine en interprétant l'article 51 de la Charte des Nations Unies à sa manière, qualifiant son agression de droit à la légitime défense, ce qui rappelle le printemps de Prague de 1968. Or, l'article 51 de la Charte ne doit jamais être utilisé de façon arbitraire. Le veto a été conçu comme une soupape de sécurité pour empêcher qu'éclate un conflit direct entre des grandes puissances. Toutefois, ce droit de veto montre clairement les limites auxquelles se heurte aujourd'hui l'Organisation des Nations Unies. Madame la Présidente, si l'on considère les progrès accomplis aux Nations Unies, il est évident que l'heure est venue d'engager une réforme décisive, capable d'aboutir au Conseil de sécurité. Il est indispensable d'augmenter le nombre de sièges permanents et non permanents. Donc, d'élargir la composition du Conseil dans les deux catégories. Bien que le nombre d'États membres ait été multiplié par 4, le nombre de sièges permanents au Conseil de sécurité est resté inchangé depuis la fondation de l'organisation et du Conseil. Se contenter d'augmenter le nombre des membres du Conseil de sécurité ne suffira pas. Nous pouvons rendre le Conseil de sécurité plus représentatif sans pour autant saper son efficacité. Lors de l'augmentation du nombre des membres du Conseil de sécurité, il faut envisager des mesures concrètes concernant le droit de veto dont sont dotés les États permanents, membres du Conseil de sécurité. Au G4, nous proposons le gel du droit de veto des nouveaux membres permanents pour une durée de 15 ans. Élargir le Conseil de sécurité et faire en sorte que l'ONU ait plus de légitimité face aux défis qu'elle doit relever rendrait cette organisation une meilleure organisation, en tout cas meilleure qu'aujourd'hui. Dans le pacte pour l'avenir que nous avons adopté l'an dernier, nous, dirigeants des Nations Unies, avions reconnu l'urgence de réformer le Conseil de sécurité. Nous avions pris des engagements en matière de réforme. Nous avions déclaré que les efforts allaient s'intensifier en matière de réforme. Alors qu'avons-nous accompli depuis? Nous avons la responsabilité d'accélérer le débat et de parvenir à une conclusion sur la réforme du Conseil de sécurité, et ce, le plus tôt possible. On ne peut pas se permettre de tergiverser sur la manière d'élargir la composition du Conseil de sécurité.
Il ne faut pas oublier que des vies innocentes sont aujourd'hui perdues tous les jours, au moment même où je prononce ce discours. Nous devons donc tout mettre en œuvre pour mettre sur pied un système de gouvernance mondiale responsable et mettre en œuvre de manière décisive cette réforme du Conseil de sécurité. Nous demandons instamment à la communauté internationale d'agir. Madame la Présidente, à la fin de la guerre froide, nous avions l'espoir de réaliser la paix dans le monde entier. Mais cet espoir a été de courte durée. En effet, les conflits ethniques se sont intensifiés, comme l'a incarné la dissolution de l'ex-Yougoslavie. Des attentats ont frappé cette ville, New York. Lors de la création des Nations Unies en 1948, la situation que nous traversons aujourd'hui était inimaginable, qu'un acteur non étatique détienne le même pouvoir de nuisance qu'un État était inimaginable. Aujourd'hui, les sources de conflits que sont le territoire, l'appartenance ethnique, la religion et les disparités économiques sont de plus en plus alarmants. Ils ne sont pas appelés à disparaître. Bien au contraire, ces problèmes s'aggravent à l'échelle internationale dans un monde de plus en plus multipolaire. Alors quel rôle doit-on attribuer aux Nations Unies dans un environnement aussi complexe? Pour ce qui est de la situation concernant la Palestine, comme nous le savons, elle atteint des proportions alarmantes et très graves qui menacent de mettre à mal la solution à deux États, alors que la communauté internationale y aspire depuis longtemps. D'ailleurs, le Japon a toujours été favorable à cette solution. L'expansion récente des opérations et offensives terrestres israéliennes à Gaza City ne fait qu'aggraver une situation et une crise humanitaire déjà extrêmement précaire. La famine a en effet été déclarée à Gaza. Le Japon condamne ces agissements inacceptables. Nous le condamnons vigoureusement et nous appelons à la cessation immédiate des hostilités. Je suis indigné par les déclarations prononcées par plusieurs responsables du gouvernement israélien qui semblent rejeter catégoriquement la notion même d'un État palestinien. Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur la souffrance infligée à la population à Gaza aujourd'hui. C'est pourquoi le Japon a toujours apporté de l'aide, notamment de l'aide humanitaire, à cette population, à travers notamment des traitements médicaux que nous offrons aux blessés. Nous continuerons d'ailleurs de déployer tous les efforts possibles et imaginables pour venir en aide aux Gazaouis. Autrefois, les Juifs et les Arabes vivaient en paix. C'était le cas pendant des siècles. L'attaque terroriste perpétrée par le Hamas et la destruction qui s'en est suivie à Gaza nous attristent aujourd'hui, car depuis les accords d'Oslo, la communauté internationale avait beaucoup avancé sur la voie de la coexistence des deux États. C'est pourquoi aujourd'hui, nous ne devons pas laisser ces efforts disparaître. La question pour nous n'est pas de savoir s'il faut reconnaître un État palestinien, mais quand. Les actions unilatérales du gouvernement israélien sont inacceptables, comme elles l'ont toujours été. Je dois l'affirmer clairement aujourd'hui. Si d'autres mesures sont adoptées pour faire obstacle à la mise en œuvre de la solution à deux États, le Japon sera contraint de prendre des mesures en représailles. Ce qui compte le plus aujourd'hui, c'est que la Palestine puisse exister de manière viable, côte à côte et dans la paix avec Israël. Le Japon continuera de jouer un rôle actif pour nous rapprocher de la solution à deux États.
Nous invitons également la Palestine à assumer ses responsabilités en tant que membre de la communauté internationale. La partie palestinienne doit donc créer un système de gouvernance permettant la reddition des comptes. Comme l'affirmait la résolution adoptée par l'Assemblée générale le 12 septembre, nous appelons le Hamas à libérer immédiatement tous les otages et à remettre leurs armes à l'autorité palestinienne. Le Japon est conscient Le Japon appuiera fermement les initiatives favorisant l'indépendance économique et la gouvernance palestinienne. Nous avons par exemple aidé à la mise en place d'un parc agro-industriel en Cisjordanie, où 17 entreprises palestiniennes emploient actuellement plus de 300 personnes embauchées localement en vue d'exporter des produits à forte valeur ajoutée, des compléments alimentaires et des produits médicaux produits à partir d'olives. Nous le savons, un État ne peut fonctionner sans fonctionnaires compétents et responsables. C'est la raison pour laquelle le Japon dispense des formations à plus de 7000 Palestiniens afin de développer leurs compétences. Nous le faisons depuis 27 ans et nous entendons poursuivre ces initiatives visant à développer les ressources humaines en Palestine. Nous entendons également coopérer avec nos collègues d'autres pays d'Asie du Sud-Est, notamment des pays musulmans comme l'Indonésie ou la Malaisie. Nous avons d'ailleurs lancé un cadre officiel pour faciliter cette coopération. C'était en 2013. Ce cadre continue d'exister. Le Japon a toujours été favorable aux initiatives visant à faire advenir une paix pérenne et la stabilité dans l'ensemble de cette région. Les accords d'Abraham s'inscrivent dans ce contexte. Ces accords portent le nom d'un ancêtre spirituel commun pour les Juifs, les chrétiens et les musulmans. S'il est décevant de constater que la mise en œuvre de l'accord stagne depuis 2 ans, nous sommes convaincus qu'il revêt tout de même une importance primordiale qui ne faiblira pas. Madame la Présidente, aujourd'hui, un membre permanent du Conseil de sécurité menace de mener une attaque nucléaire. Ce qui me préoccupe, c'est que aujourd'hui, l'on risque de se retrouver dans une situation marquée par de nouvelles incertitudes, ce qui risque de saper l'efficacité de la dissuasion nucléaire. Le seuil semble être abaissé. C'est pourquoi nous devons régler ce problème et le faire de manière décisive. Le Japon entend les appels internationaux à adhérer au traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Nous en sommes conscients, nous sommes le seul pays à avoir subi des bombardements atomiques. Mais ce que nous voulons, in fine, c'est un monde où il n'y aurait pas de guerre nucléaire, un monde où il n'y aurait pas d'armes nucléaires. C'est pourquoi le TNP, qui
est composé à la fois d'États dotés de l'arme nucléaire et d'États ne disposant pas de ces armes, est le cadre le plus efficace et le plus réaliste. Le Japon appelle la communauté internationale à adhérer pleinement à l'esprit de dialogue et de coopération pour que la conférence d'examen du TNP de l'année prochaine soit couronnée de succès et que le monde puisse avancer encore un peu sur la voie d'un monde exempt d'armes nucléaires. Le Japon, quant à lui, se trouve dans une situation très difficile sur le plan sécuritaire du fait de l'existence des armes nucléaires. La dissuasion nucléaire que nous apportent les États-Unis demeure donc indispensable pour protéger la vie de nos citoyens. Nous n'avons pas les moyens d'adopter une position rejetant cette théorie de la dissuasion. C'est une réalité avec laquelle il faut composer. Nous devons adopter une politique sécurité responsable. Car le cataclysme nucléaire infligé à notre pays ne doit jamais se reproduire. C'est un fait historique. Hiroshima est la première ville à avoir subi des bombardements atomiques. La question est de savoir si Nagasaki sera la dernière ville à avoir subi de tels bombardements. Mais cela dépend de nous tous. Nombreux sont ceux dans le monde qui associent les bombardements nucléaires à l'image du champignon du nuage, ressemblant à un champignon que nous avons vu sur la photo qui a circulé dans le monde entier. Mais ce qui s'est passé à Hiroshima et Nagasaki il y a 80 ans est beaucoup plus réel. Le 6 août, j'ai participé à la cérémonie organisée à Hiroshima où j'ai pu réciter un poème japonais, un tanka. Ces eaux sont les eaux de nos enseignants. Autour d'eux, en cercle, on trouve des crânes, des petits crânes. Ce poème, écrit par la poétesse plutôt, Madame Shinoe Shoda, a été inscrit sur le monument des écoles élémentaires bombardées à Hiroshima, se trouvant à proximité de l'épicentre de ce bombardement atomique. Lorsque le bombardement a eu lieu, les étudiants comptaient sur leurs enseignants pour les sauver. Ils étaient désespérés, mais ils n'ont pas pu être sauvés. Ce poème évoque donc la douleur et le deuil. En un instant, des civils ont perdu la vie et ceux qui ont survécu ont dû subir les conséquences de ces bombardements pendant de très longues années. Ces souffrances se poursuivent encore aujourd'hui, 80 ans plus tard. J'espère que les jeunes dirigeants et les jeunes appelés à construire le monde de demain se rendront à Hiroshima et à Nagasaki pour mieux comprendre la réalité de ces bombardements nucléaires. Madame la Présidente, aujourd'hui, c'est la Corée du Nord qui remet en cause les efforts que nous déployons pour un monde exempt d'armes nucléaires. Le développement de son programme nucléaire et balistique constitue une grave menace pour la paix et la sécurité internationale. Nous exhortons à la pleine mise en œuvre
des résolutions du Conseil de sécurité dont le but est de réaliser la dénucléarisation complète de la Corée du Nord. En outre, il y a aussi la question des citoyens japonais enlevés par la Corée du Nord. Les personnes enlevées et leurs proches vieillissent. C'est donc une question urgente. Il faut la régler le plus tôt possible. Nous n'avons pas de temps à perdre. Le Japon s'efforce de normaliser ses relations avec la Corée du Nord, conformément à la déclaration de Pyongyang qui a été conclue entre le Japon et la RPDC. Nous souhaitons régler toutes les questions toujours en suspens, comme les enlèvements, la question nucléaire et balistique et le règlement des griefs passés. Mais la politique de la Corée du Nord n'a pas changé. Le Japon continuera néanmoins à appeler au dialogue avec la Corée du Nord et nous demandons à la communauté internationale de nous appuyer dans ces efforts. Nous comptons sur la coopération avec les pays qui peuvent nous aider. Le rôle des Nations Unies, Madame la Présidente, s'étend au-delà de la notion de sécurité. Les actions menées par les Nations Unies dans les sphères économiques et sociales revêtent une importance vitale pour la paix et la sécurité internationale. Quant au Japon, il continue d'accorder une grande importance à la notion de sécurité humaine qui met l'accent sur l'individu et appelle à protéger la dignité humaine. Le Japon ne cherche pas à servir des intérêts économiques ou de s'imposer militairement. Nous espérons simplement vivre ensemble, pleurer ensemble, rire ensemble et travailler côte à côte avec toutes les nations du monde. C'est là le principe fondamental de notre coopération internationale. J'ai accueilli la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement africain à Yokohama le mois dernier, avec cette idée en tête justement. Depuis sa création, en 1993, le Japon a toujours appuyé cette initiative. Lors de la conférence de cette année, nous avons lancé avec succès une initiative conjointe visant à trouver des solutions innovantes aux défis africains grâce à la technologie et aux compétences japonaises. Nous avons également lancé l'initiative régionale économique de l'océan Indien et de l'Afrique afin de favoriser les échanges et encourager l'investissement entre l'Afrique et la région de l'océan Indien et pour promouvoir aussi l'intégration régionale africaine. Nous entendons coopérer avec l'Inde dans le cadre de cette initiative et nous continuerons de tout faire pour concrétiser l'initiative FOIP, Indo-Pacifique ouvert et libre. Aucun pays, Madame la Présidente, ne peut ouvrir la voie à un avenir radieux sans affronter son histoire. La dévastation de la guerre ne doit pas se reproduire. À l'occasion de l'anniversaire de la fin de la guerre, au mois d'août, j'ai encore une fois renouvelé ce vœu. Les générations qui ont expérimenté, qui ont vécu plutôt le fléau de la guerre et les divisions sont aujourd'hui en train de vieillir, mais la communauté internationale semble se diriger encore une fois vers la discorde et la confrontation, comme en Ukraine et au Moyen-Orient, où des vies sont perdues tous les jours. En Asie de l'Est également, dans la région où se trouve le Japon, la situation est difficile. Or, la sécurité de toutes ces régions est indissociable. L'ordre international fondé sur des règles que nous avons créées ensemble, est aujourd'hui confronté à des défis sans précédent. Je voudrais aujourd'hui lancer un message. Face à ces défis, il est crucial que nous continuions de protéger et de nourrir notre démocratie pour qu'elle soit en bonne santé et qu'elle soit robuste. C'est à cela que j'appelle.
Je ne prétends pas que la démocratie à elle seule apportera la paix dans le monde, mais nous rejetons le totalitarisme, le populisme irresponsable et le nationalisme étriqué. Nous ne tolérerons ni la discrimination ni l'exclusion. Je suis convaincu qu'une démocratie saine et robuste peut jouer un rôle vital dans le maintien et le renforcement d'un ordre international libre et ouvert et dans la promotion de la paix et de la sécurité à l'échelle internationale. Il faut faire preuve de courage et d'intégrité pour affronter le passé. Il faut promouvoir un journalisme responsable et un libéralisme qui privilégie la tolérance et qui défend la coexistence pour être à l'écoute de l'autre. Il y a 70 ans a eu lieu la conférence de Bandung. Cette conférence a réuni des nations asiatiques et africaines pour la première fois afin d'appeler à un monde fondé sur la paix et la coopération. C'était également la première conférence internationale de cette envergure à laquelle le Japon a pu participer depuis la fin de la guerre. Les peuples asiatiques ont fait preuve de tolérance en acceptant la participation du Japon à cette conférence après la guerre. Cela n'a pas dû être facile. Et pourtant, ils ont fait preuve de tolérance. Et le Japon a promis de ne plus déclencher de guerre. Depuis, le Japon a tenu cette promesse. Dans les discussions que j'ai eues avec les dirigeants de la République de Corée, de la Chine et d'autres pays d'Asie du Sud-Est, je demeure convaincu qu'il est indispensable de promouvoir des relations ouvertes sur l'avenir. Et j'ai partagé cette conviction avec les dirigeants de ces pays. Au cours de l'année passée, je me suis également rendu dans plusieurs pays asiatiques et d'Amérique latine. J'ai rencontré plusieurs chefs d'État et de gouvernement. J'ai visité au total 90 pays et me suis rendu dans 4 organisations internationales. Au cours de toutes ces réunions, j'ai également l'impression que le Japon était aujourd'hui considéré comme faisant partie intégrante de la communauté internationale, comme une composante essentielle de cette communauté. J'espère que le Japon le restera un membre à part entière de la communauté internationale. C'est ce que je souhaite du fond du cœur. J'aimerais que nous appelions tous aujourd'hui à d'abord une réforme du Conseil de sécurité le plus tôt possible, à un monde à l'abri de la menace nucléaire, à un monde exempt d'armes nucléaires, à un monde capable de surmonter les défis auxquels il se heurte, à un monde solidaire, tolérant et non pas divisé et marqué par la confrontation. Le Japon entend continuer d'avancer aux côtés de la communauté internationale. Notre détermination reste inébranlable et c'est avec cette détermination que je souhaite conclure ma déclaration ce soir. Merci de votre attention. Au nom de l'Assemblée, je remercie le Premier ministre du Japon